Imaginez un instant. Nous sommes au mois de juillet, il fait 39 degrés dehors, la température dépasse les 32 degrés chez vous, vous avez des enfants ou des parents âgés et vous décidez donc d'installer une climatisation, un geste qui paraît presque évident, après tout personne ne s'étonne qu'on installe un chauffage lorsqu'il fait froid, alors pourquoi serait-il si absurde d'installer un système permettant de vivre lorsque les températures dépassent les 35 degrés. Et pourtant, il faut parfois obtenir l'accord de la copropriété, déposer une déclaration préalable qui respecte les règles d'urbanisme, et si votre logement se situe dans un secteur protégé, l'avis des architectes des bâtiments de France peut également entrer en jeu. Autrement dit, ce qui vous semblait être une décision privée devient parfois un véritable parcours administratif, et c'est précisément ce paradoxe qui m'intéresse aujourd'hui. Depuis plusieurs années, nous entendons tous le même discours, les canicules seront plus fréquentes, plus longues, plus intenses, c'est pourquoi il faut réduire nos émissions de CO2. D'accord, très bien, mais une question toute simple se pose alors, pourquoi continuons-nous à rendre l'adaptation aussi compliquée ? Parce qu'au fond, l'histoire de la climatisation n'est qu'un exemple, le véritable sujet est beaucoup plus large. Comment une société s'adapte-t-elle à une nouvelle réalité ? L'histoire est remplie d'exemples. Lorsque les villes se sont développées, nous avons construit des réseaux d'eau potable. Lorsque les épidémies ont frappé, nous avons créé des égouts. Lorsque les automobiles sont arrivés, nous avons construit des routes. À chaque fois, la société s'est adaptée. Pourquoi ? Parce que la technologie changeait et que les institutions devaient suivre. Aujourd'hui, le climat change et la même question revient. Nos institutions sont-elles capables de suivre ? Je crois que c'est ici que le débat français devient étrange. Nous parlons énormément de réduction des émissions de CO2. On nous explique même que voter pour certains candidats ferait baisser les températures alors que la France représente moins d'1% des émissions dans le monde. Nous regardons plus les chiffres ni la science parce que l'idéologie décroissante et écologiste a pris le pas en France. Nous ne parlons pas non plus de la manière dont les Français vont vivre dans un pays plus chaud, comme si préparer le pays revenait à abandonner la lutte contre le changement climatique. C'est absurde et c'est évidemment un faux dilemme. Une société intelligente fait les deux. Elle cherche à limiter les causes, mais elle prépare aussi les conséquences. Nous savons que les vagues de chaleur vont devenir plus fréquentes, nous savons que notre population vieillit, nous savons que certains logements deviennent de véritables fours, nous savons que des milliers d'écoles atteignent des températures incompatibles avec l'apprentissage, nous savons tout cela, et pourtant, nous continuons parfois à produire des règles pour un climat qui n'existe déjà plus. Et la plupart de ces règles poursuivent un objectif parfaitement légitime. Réduire la consommation d'énergie, protéger le paysage, limiter les nuisances. Le problème n'est donc pas leurs intentions. Le problème apparaît lorsqu'elles se rencontrent, lorsqu'elles s'accumulent, lorsqu'elles empêchent progressivement les citoyens de s'adapter à la vraie vie. Comment une démocratie peut-elle reconnaître un problème tout en rendant parfois plus difficiles les solutions qui permettent de vivre avec ? Pour comprendre ce paradoxe, il faut parler de deux réglementations dont les Français n'ont souvent jamais entendu parler. La première, c'est la RE 2020. La seconde, c'est les réglementations inhérentes aux architectes des bâtiments de France. À première vue, ces deux sujets n'ont absolument rien à voir. Et pourtant, ils racontent exactement la même histoire. Commençons par la RE 2020. Son objectif est parfaitement légitime, construire des bâtiments moins énergivores, réduire les émissions de carbone, mieux prendre en compte le confort l'été. Et sur le papier, qui pourrait être contre ? Mais la RE 2020 privilégie ce qu'on appelle des solutions passives. Autrement dit, mieux isoler, installer des protections solaires, créer des débords de toiture, favoriser la ventilation naturelle, utiliser des matériaux capables de limiter la montée en température. Encore une fois, toutes ces solutions sont pertinentes et il faut les appliquer. Le problème n'est pas là. Le problème apparaît lorsqu'on transforme une préférence en doctrine. Parce qu'il existe des situations où ces solutions ne suffisent tout simplement pas. Parce que ces réglementations sont construites pour des températures moyennes, mais ne fonctionnent pas en cas de phénomène climatique extrême. Or, c'est justement ça, le réchauffement climatique, c'est la multiplication d'épisodes extrêmes. C'est donc une folie de ne pas permettre aux Français d'installer la climatisation. À l'époque où moi-même je travaillais dans la promotion immobilière, les professionnels autour de moi en avaient conscience. Ils installaient des packs, des pompes à chaleur RR comme mode de chauffage. Ils retiraient l'option air climatisé, c'était simplement du chauffage du coup, et ils faisaient passer l'inspection des travaux pour avoir la conformité. Ils réactivaient ensuite l'air climatisé. Sans ça, c'était impossible de vendre des appartements neufs avec des climatisations. Maintenant, pensez à un immeuble des années 60, à une résidence pour personnes âgées, à un hôpital, à une école construite en béton il y a 50 ans. Dans ces situations, la climatisation peut devenir une question de santé, voire de survie. Et pourtant, dans le débat public français, on nous explique qu'il ne faudrait pas installer la climatisation, que ce serait un acte à la limite du fascisme. Comme si la seule réponse acceptable consistait à ouvrir la fenêtre la nuit et fermer les volets le jour. Soyons sérieux, quand il fait 30 degrés la nuit depuis quelques jours, cette stratégie atteint ses limites. Et je vous parle pas de quand on habite en ville avec tous les bruits qu'il y a à l'extérieur ou les lumières, on dort très mal. Le deuxième exemple, c'est bien entendu celui des
architectes des bâtiments de France, là encore, leur mission elle est importante, ils protègent le patrimoine, évitent que les centres historiques deviennent une juxtaposition d'enseignes lumineuses, de façades défigurées ou d'installations archaïques. Personne n'a envie que le Mont-Saint-Michel ressemble à une zone commerciale, ou alors que les centres anciens perdent tout leur caractère. Cette mission est utile, mais là encore, une question apparaît. Comment protège-t-on un patrimoine conçu pour un climat du 19e siècle dans un pays qui connaîtra peut-être régulièrement 40 ou 42 degrés en été? Parce que lorsqu'une unité extérieure modifie la façade, située dans un périmètre protégé, le projet peut nécessiter l'accord des architectes de bâtiments de France, et il est quasiment toujours refusé, ou alors faut demander des adaptations qui sont parfois très coûteuses ou très inconfortables. Impossible d'installer les blocs clim sur le toit, parce que c'est trop dangereux. Vous devez alors les installer dans l'épaisseur des murs si c'est assez épais, ou alors installer le moteur à l'intérieur avec un tube qui pousserait l'air chaud vers l'extérieur. Mais vous savez, comme moi, le bruit que ça fait, vous devez renoncer à la climatisation juste parce que vous vous trouvez à 50 ou 100 mètres à vol d'oiseau d'un bâtiment historique, même si votre façade n'a aucun intérêt particulier. Est-ce qu'on a commencé à adapter nos règles patrimoniales à un climat qui change? La réponse est non, et nous continuons d'appliquer les mêmes critères qu'il y a 30 ans. Le problème français n'est pas qu'il existe des règles, mais personne ne se demande jamais comment ces règles interagissent entre elles ou si elles sont efficaces. Chaque administration poursuit son objectif. Pris séparément, tous ces objectifs paraissent raisonnables et défendables, mais additionnés, ils produisent d'autres résultats. Un citoyen qui souhaite simplement adapter son logement découvre un véritable labyrinthe administratif quand il n'est pas simplement empêché. Et c'est précisément là que réside selon moi la faiblesse de notre modèle. Nous n'évaluons jamais les politiques publiques, ou alors une par une, très rarement dans leur ensemble, et nous devenons un pays de plus en plus bloqué, et c'est probablement la définition la plus précise de la bureaucratie. Non pas un système où les règles sont mauvaises, mais un système où elles deviennent si nombreuses qu'elles finissent par se contredire et empêcher sans plus aucun lien avec le réel. Une bonne politique publique ne se juge pas uniquement à ses grandes intentions, elle se juge aussi à sa capacité à s'adapter lorsqu'une réalité change. Et aujourd'hui, la réalité change. Le climat change, les étés deviennent plus chauds, la population vieillit, nos villes restent très minérales. La question n'est donc plus de savoir si nous devons nous adapter, la question est de savoir comment on va s'adapter. Alors que ferait un pays qui aurait réellement décidé de s'adapter à ce changement climatique? Je pense qu'on commencerait d'abord par changer de méthode. Il faudrait en finir avec l'idéologie écologiste qui nous a poussé à fermer des centrales nucléaires. Il faut renouer avec les faits, la science et abandonner la doctrine et le sensationnalisme de Greenpeace. On a le mix énergétique le plus efficace et le plus vert du monde, entre nos barrages, nos centrales nucléaires et nos solutions locales de photovoltaïque. Nous ne devons plus jamais l'oublier. Ensuite, il faudrait redonner de la liberté aux solutions locales, parce qu'un village du Vercors n'a pas les mêmes besoins que le centre-ville de Marseille, parce qu'un maire connaît infiniment mieux son territoire qu'un décret rédigé à Paris. La France adore produire des règles nationales. Et pourtant, l'adaptation est par définition une affaire locale. Les îlots de chaleur ne sont pas les mêmes partout. Les ressources en eau ne sont pas les mêmes partout. Les bâtiments non plus. Vouloir répondre partout exactement de la même manière est l'une des plus grandes erreurs de notre administration. Enfin, il faudrait également avoir le courage d'évaluer nos règles. Pas leur intention, mais leurs résultats. C'est une distinction essentielle. Une réglementation peut poursuivre un objectif admirable et produire des effets contre-productifs. Ce n'est pas un aveu de faiblesse de faire ça, c'est au contraire une preuve de courage. Le monde change, les technologies évoluent, le climat évolue, les règles doivent aussi pouvoir évoluer. Pourquoi ne pas instaurer un principe simple? Au lieu de faire travailler les parlements sur des nouvelles lois toutes les semaines, on change de méthode. Tous les 5 ans, une grande réglementation serait évaluée à partir d'une question: protège-t-elle encore efficacement les Français? Si la réponse est non, on la modifie ou on la supprime, sans drame, sans idéologie, simplement parce que gouverner, c'est prévoir et c'est aussi s'adapter au réel. Je crois aussi que nous avons oublié quelque chose de fondamental, l'innovation. Lorsqu'on parle de climatisation, beaucoup imaginent immédiatement les appareils des années 90. Pourtant, les technologies évoluent, les pompes à chaleur réversibles consomment beaucoup moins qu'autrefois, les matériaux progressent, les vitrages évoluent, les systèmes de gestion intelligente de l'énergie permettent d'optimiser la consommation. Le nucléaire nous offre une électricité largement décarbonée. Alors pourquoi le débat politique donne-t-il parfois l'impression que toute innovation est suspecte? L'histoire de l'humanité raconte exactement l'inverse. À chaque grande difficulté, nous avons innové, nous n'avons jamais résolu un problème en refusant le progrès. Et puis il y a une réflexion plus profonde, une réflexion vis-à-vis de la manière dont nous concevons l'action publique. Pendant longtemps, nous avons cru que gouverner consistait à produire toujours plus de normes. Je pense que gouverner consiste d'abord à résoudre des problèmes. Et ces deux choses ne sont pas toujours synonymes. Une règle est un moyen, jamais une fin. Le véritable critère devrait toujours être le résultat. Nous devons nous concentrer sur l'efficacité. Les Français vivent-ils mieux? Sont-ils mieux protégés? Ont-ils davantage de liberté pour s'adapter à leur environnement? Si la réponse est non, alors il faut avoir le courage de revoir nos politiques publiques, même lorsqu'elles partaient d'une bonne intention. Je terminerai avec une idée qui me paraît essentielle. Nos sociétés libres se sont distinguées par leur
capacité à corriger leurs erreurs par le passé. Pas parce qu'elles se trompent jamais, mais parce qu'elles acceptent de se remettre en question et de remettre en question ce qui ne fonctionne pas. Je crois que c'est exactement le défi qui nous attend. Parce qu'au fond, une société ne devient pas fragile lorsqu'elle rencontre un nouveau défi. Elle devient fragile lorsqu'elle refuse d'adapter ses règles à une réalité qui a changé. Et je crois que c'est précisément le débat que nous devrions avoir aujourd'hui. Pas un débat sur la climatisation, un débat sur notre capacité collective à construire un État qui protège sans empêcher, qui régule sans bloquer et qui sait reconnaître qu'une règle utile hier peut devenir un obstacle demain. Chaque semaine, on parle de politique, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce sujet en commentaire et à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine.